Aux confins de la Bretagne, à Saint-Paul-de-Léon dans le Finistère, une famille de paysans a toujours refusé de céder aux sirènes de l'industrialisation. C'est beau là, hein? Ouais, Incroyable. on a un beau pays. Vous m'avez l'air d'être un agriculteur heureux. Ah bah oui, hein. Comment on peut pas être heureux à travailler avec un cadre comme ça? La mer à quelques mètres Ouais, et les échalotes bah ouais. dans la terre. Donc ça c'est 100% bio. Ça c'est 100% bio, ouais. Julien Céité a 30 ans. Il est à la tête de l'une des plus grandes exploitations bio de France. 110 hectares de terres agricoles avec vue sur la mer. Elle est belle cette terre. Ah bah là c'est la meilleure terre du monde, Et ça donne des échalotes magnifiques. qui sont magnifiques. Pendant la haute saison, plus de 100 personnes travaillent ici à temps plein. Bonjour messieurs. Bonjour. Dis donc, ça rigole pas, ça va à fond la caisse là. Oui. Hein? T'as essayé d'arracher une touffe? Moi? Ouais. Là? Ouais. Alors je fais comment? Le but, c'est d'aller le plus vite possible. Ouais. Parce Et qu'il y a le patron qui... Qui regarde? Il y a le patron qui gronde sinon? Souvent, non, ça va, ils sont gentils. Vous prenez dedans, vous réfléchissez pas. D'accord. Hop. Vous les prenez, hop, Ok, je vais vous et aider un peu. après, vous les mettez souvent entre les cuisses et Et vous les mettez au bien milieu sûr. là comme ça? Ouais. Donc je vous les mets là? souvent pour que Ok. la machine les ramasse. Sinon je suis pas très rapide, mais regardez, j'en laisse la moitié. Ouais, c'est dur. Ah. Ouah. Après, ce qui est bien avec ça, c'est que les mains sont bonnes pendant quelques jours après. Ah oui, Ça sent d'accord, j'avais l'échalote. pas pensé à Ça sent ça. l'échalote. C'est dur de faire de l'agriculture bio comme vous faites? C'est dur physiquement, c'est dur parce que c'est beaucoup de boulot à genoux, enlever les mauvaises herbes, les choses comme ça. Il y a aussi l'idée dans le bio de faire tourner les cultures sur les mêmes terres, sur les mêmes sols. En fait, si vous voulez... Ça, c'est une contrainte du bio aussi. Bah, c'est une contrainte. C'est une oui obligation et non. même. En fait, ça nous oblige à faire autre chose aussi. C'est-à-dire que sur le même champ, on ne peut pas faire la même culture 2 années de suite? Non, voilà. On va essayer de tourner entre nos carottes, nos échalotes, nos pommes de terre. Donc là, ici, cette année, c'est des échalotes. Ouais. L'année prochaine, ça sera peut-être des carottes. Voilà, de la pomme de terre, du brocoli. Ça Pourquoi permet, en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, si une année on va attraper la maladie en échalote, la maladie va rester dans le sol. Si on replante l'année après, on va réattraper la maladie. Alors Mais que par la contre- carotte, elle attrape pas la Voilà. même maladie. C'est ça, ils n'attraperont pas les mêmes maladies. Donc je peux C'est la sûr, croquer les yeux fermés. Les yeux fermés, Impeccable. impeccable. Julien est aujourd'hui à la tête d'un petit empire. Des échalotes, des concombres, des tomates, des carottes. Chaque année, plus de 4000 tonnes de fruits et légumes sortent de ses champs. Et toute sa production passe par ce grand hangar. Du coup, ici, on est dans le frigo. Ah oui, il fait un froid de canard Ouais, il fait pas très chaud, ouais. En fait, c'est la température idéale pour la majorité des légumes. On est entre 10 et 13 degrés. Et alors tout ça, ça part où? Et ça part partout en France, surtout dans les magasins spécialisés bio, les quelques grossistes, ou alors avec les centrales bretonnes. On ne travaille pas avec tous les autres centrales de France. Car comme beaucoup de pionniers du bio, Julien a fait le pari du local. Et ici, l'entreprise se vit en famille. Là, il y a mon père qui est derrière. Là, c'est votre papa? Là, c'est mon père, ouais. On va Papa, peut-être l'appeler. papa, viens, papa. Ouais, ouais. Comment il s'appelle votre papa? Gwenel. Gwenaël. Dites donc, ça serait pas breton, ça? Moi, un petit peu, ouais. Là, j'ai mon frère qui est ici. Là-bas, il y a mon cousin, ma belle-sœur. Ah, mais c'est une histoire de famille. Ah, bah oui, ma mère qu'on voit là-bas au fond. Tanguy, tu viendras avec nous? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, enchanté. Enchanté. Bonjour. Eric, Et lui aussi, il travaille à la ferme ou... Ouais. Comment il s'appelle? Rosie. Et Rosie. Et obéissant en plus. Ah, ouais, ouais. C'est quoi, les fraises? Les radis? Non, les mangeurs de carottes. Mangeurs de carottes? Mais non. Ah si, mais vrai. Ah ouais. Et alors, c'est qui le patron? Julien, Eric et bientôt Tanguy. Et vous? Ah, moi, je suis en retraite. Un peu quand même, Donc, non? moi, je regarde par en haut. Allez, allons-y, on va aller au café. Chez les CIT, on est agriculteur de père en fils depuis des générations. Aujourd'hui, la maison familiale trône au milieu de l'exploitation. Et pourtant, rien ne prédestinait le patriarche Gwenaël à devenir un jour une référence en agriculture bio. Vous avez commencé à travailler à quel âge à la ferme? À 16 ans. À 16 ans. À 16 ans, ouais. On fait du conventionnel jusqu'en 87. Donc avec des pesticides, Ah ouais. Et on était des gros producteurs de salade à l'époque. donc beaucoup de pesticides. Donc, beaucoup de pesticides. Ouais. Et quel est votre regard aujourd'hui sur cette agriculture-là? Ah.
faut respecter tous les paysans, quoi, qu'ils soient conventionnels ou pas. Donc, mais je me dis que c'est pas vraiment utile de traiter autant, puisqu'on peut faire sans, quoi. Et quand on voit tous les cancers qui se développent, c'est pas du médicament qu'on met. Hein. C'est marqué dessus, hein, poison. Hein. Ah, voilà, madame. Ça va? Ouais, et vous? Hein? Sous le soleil breton. Qu'est-ce que vous m'avez apporté, là? Ça, c'est le début de l'exploitation. Le début de l'aventure, on peut dire ça? Voici la maison au début des années 90. À l'époque, l'exploitation va mal. Les prix pratiqués par la grande distribution ne leur permettent pas de vivre. Gwenaëlle fait alors le pari du tout bio. L'idée du bio nous est venue. Disons qu'on est vraiment parti à l'aventure. On était vraiment inquiets. Et c'est vrai qu'on a passé beaucoup de nuits sans dormir parce qu'on se demandait ce qu'on faisait bien, ce qu'on faisait pas bien, quoi. Et comment ils ont réagi, les gens autour de vous, quand vous avez commencé l'aventure bio? Oh, c'était pas très... On a été pris pour des allumés. Quoi. Ouais, Ah ouais? Oui, carrément, et ça a duré longtemps. Et pourtant, aujourd'hui, le pari est gagné. L'exploitation est devenue une référence. Et vous avez aussi l'impression de faire du bien, d'une certaine manière, autour de vous et du bien à la planète? Oui, ça c'est certain. Ouais. Là, quand on voit la vie qu'il y a dans le sol, les vers de terre, quand on voit tous les oiseaux qu'il y a autour de chez nous, Ici, c'est plein d'oiseaux. il y a des oiseaux, des 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 chouettes. Non, il y a des grenouilles qui sont revenues. Vous êtes fiers aujourd'hui Oui. de ce que vous avez accompli? Ah oui, complètement. Ça, c'est le métier de paysan. On est retourné aux fondamentaux. Quoi. Ouais. La famille CIT se bat aujourd'hui pour garder l'esprit originel du bio. Un combat quotidien face à certaines dérives des géants de l'agroalimentaire. Julien m'emmène maintenant sur son lieu de travail quotidien, dans ces immenses serres. Aujourd'hui, on fait 25 variétés de tomates. 25 variétés. 25 variétés. rouge, là, vous croyez que je peux goûter ou Bien sûr. elle est pas encore mûre? Alors laquelle? La rose ou la... Ah bah c'est à vous de me dire, c'est vous le pro. Les deux sont très bonnes. Alors allez-y. Celle-là, c'est une des meilleures. Allez hop. Donc ça, C'est quelle variété ça? ça c'est de la Cordibou. De la courdibou. C'est de la Cordibou. En fait, c'est C'est une un variété. joli nom, ça. Voilà. Donc ça, c'est une variété. Je peux la croquer comme Bien ça? sûr. Il n'y a pas de pesticides évidemment. Non. Je vous pose même pas la question. Non, vous pouvez y aller. Il n'y a rien du tout. J'essaie de pas me rendre partout. Ah ouais, Bien sûr. hyper goûtu. Ça a du goût. Ouais, c'est super. La peau n'est pas trop épaisse. Très sincèrement, je peux la manger comme ça. C'est quoi le secret d'une bonne tomate bio? La plantée de saison déjà. Ouais. La plantée, nous on plante au mois de mars. On va commencer à récolter fin mai. Le jour où quelqu'un vous dit début mai, c'est la saison de la tomate, comme on entend des fois à la radio. Ça, c'est des bobards. C'est des bobards. C'est forcément la tomate, elle ne peut pas démarrer avant. C'est la plantée en pleine terre. Donc là, c'est que de la terre. C'est que de la terre. Donc en fait, ouais. on va poser en début de saison, c'est-à-dire à peu près au mois de mars, on va planter nos mottes posées sur la terre comme ça. Les racines vont s'en aller. On va les arroser après avec du goutte à goutte comme ça, avec de l'eau claire. Julien a suivi avec inquiétude la polémique cet été concernant les serres chauffées. Certains producteurs qui défendent une vision industrielle voulaient pouvoir les chauffer au fioul l'hiver pour produire des tomates bio. Une aberration pour Julien. Aujourd'hui, si on chauffe, on brûle du fioul, du gaz, donc on pollue forcément. Mais on produit aussi à contre-saison, c'est-à-dire la tomate en mars n'a pas forcément le même goût qu'une tomate qui a goûté au soleil et qui sera récoltée au mois de juin, au mois de juillet. Aujourd'hui, quand on achète de la tomate hors saison, bio ou conventionnelle, il faut se dire qu'on achète du pétrole, quoi. Ça, c'est sûr. Le débat a été tranché cet été. Les serres pourront être chauffées, mais les tomates bio produites de cette manière ne pourront être vendues qu'après le 30 avril. La période de chauffage restera donc limitée. Mais ce que redoute surtout Julien, c'est la concurrence de tomates venues de beaucoup plus loin, d'Espagne notamment. Des tomates vendues toute l'année et qui pourtant se revendiquent du label bio de référence. Ces tomates sont produites à 1800 km de la France, dans le sud du pays, à Almeria. Où l'on découvre d'abord la facette carte postale de ce coin d'Andalousie. Avant de tomber un peu plus loin, sur ces bâches de plastique, à perte de vue. Dessous, il y a des cultures maraîchères
dont des milliers d'hectares de bio. Elles appartiennent à des groupes espagnols plutôt secrets qui ont tous refusé de nous ouvrir leurs portes. Nous sommes nés en 2008 pour répondre aux nouveaux besoins des consommateurs pour des produits de haute valeur nutritionnelle et 100% naturels. Alors pour voir leur culture, nous avons dû nous contenter de ces images promotionnelles. Ces grandes serres nous approvisionnent de manière permanente en tomates ou concombres, avec le transport que cela implique. Et ce n'est pas tout. Ces salariés souriants qui respirent le bien-être cachent une toute autre réalité. À 2 pas des serres, voici l'envers du décor d'une partie du bio des grandes surfaces. Un immense bidonville. Cette centaine d'abris de fortune, au milieu d'une décharge à ciel ouvert, abrite 300 travailleurs agricoles sans papier. Dont Mohamed, qui vient du Maroc. Regardez ces maisons. Même les lapins ne voudraient pas vivre ici. Vous savez, j'avais jamais vu quelque chose comme ça de ma vie avant d'arriver ici. Pas de fenêtres, pas de portes, que du plastique. Mais bon, c'est là que je vis. Mohamed a construit lui-même sa cabane, faite entièrement d'éléments de récupération des serres voisines, comme la toile ou le plastique qui font office de toit. À l'intérieur, pas d'eau courante. Mohamed attend ici que les patrons des exploitations voisines fassent appel à lui. Ils nous disent aujourd'hui j'ai besoin de 2 ou 3 ouvriers. Et voilà, on y va comme ça. Parfois c'est pour la journée entière, parfois pour 4 ou 5 heures seulement. C'est jamais régulier. En résumé, il joue les variables d'ajustement pour 4 € de l'heure, de la main à la main. Une aubaine pour certaines exploitations bio peu regardantes. Elles font ainsi une économie de salaire de 50% par rapport à un ouvrier déclaré. Des milliers de travailleurs sans papier, exploités. C'est l'un des secrets de fabrication de nos produits bio, avec leur image tellement vertueuse. Et pour les salariés employés en toute légalité, la situation serait parfois à peine plus enviable. C'est ce que nous allons découvrir stupéfait avec Amine, 26 ans. Et son collègue de travail, qui préfère rester anonyme. Alors, t'as eu des nouvelles de notre affaire? Les 2 ouvriers agricoles viennent de se faire renvoyer d'une exploitation bio. Leur tort, selon eux, avoir osé poser des questions sur leur rémunération. Notre ancien patron nous payait 46 € pour une journée de 8 heures, alors que ça aurait dû être 52. Et en plus, la plupart du temps, on devait travailler même le dimanche. 7 jours par semaine? Oui, du lundi au dimanche, 7 jours par semaine. Des heures supplémentaires, voire des jours entiers, pas toujours payés. Et ce, malgré un contrat de travail en bonne et due forme. Quand ils ont réclamé ce qu'ils estiment être leur dû, la réaction du patron a donc été très brutale. Ils l'ont enregistré. Bonjour. Toi, tu ne bosses plus aujourd'hui. Toi non plus. Comment et pourquoi? Parce que c'est comme ça, je te le dis. J'ai pas de boulot pour toi. Mais j'ai un contrat de travail. Écoute, c'est moi qui décide, je fais ce que je veux. J'écris ce que je veux sur ton contrat, et là, je te dis que tu ne vas pas travailler. Moi, je pensais que le label bio, ça servait aussi à protéger les travailleurs. À améliorer les conditions de travail sous les serres. Mais en fait, c'est tout le contraire. C'est tout le paradoxe du label bio AB. Le plus courant, le seul que l'on trouve en grande surface. S'il impose de ne pas utiliser de pesticides ou d'engrais chimiques, il ne prévoit rien sur les conditions de travail ou bien encore sur le coût écologique des fruits et légumes importés de loin. Des conditions de production bien loin de la philosophie des pionniers français. Retour en Bretagne, sur les terres de Julien.
Face à cette concurrence espagnole, lui a décidé de jouer la proximité. Donc des aubergines. Les aubergines, on est passé juste à côté tout à l'heure, les poivrons également. On a du concombre, le concombre noix épineux, il est produit ici dans la serre, on est passé à côté tout à l'heure. La salade, elle a été coupée ce matin. Du basilic, là, je vois. On a du basilic qui poussait parmi les plants de poivrons. Et feuilles, elles sont incroyables, ces feuilles. Il y a de l'amour là-dedans, monsieur. Ah, oui, il y a de l'amour. Ah, oui. Plusieurs fois par semaine, il vend une partie de ses fruits et légumes sur son petit marché. Un système direct producteur dont le succès a été immédiat. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous venez ici? Parce que ce sont des légumes qui ont des petits défauts qui prouvent qu'ils n'ont pas été traités. Ce sont des légumes de bonne qualité, donc il y a très peu de pertes. En plus, ils sont quand même très nourrissants. Enfin voilà, ça n'a rien à voir. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez acheté aujourd'hui? Des légumes. Bah oui, je vois ça. Et Et pourquoi vous venez ici, vous, chez Julien? Parce que c'est à côté, que j'habite à Saint-Paul-de-Léry. Autant faire marcher des gens qui travaillent à côté de chez nous. Voilà. Et niveau prix, vous vous y retrouvez? Oui. Ouais. Oui. Vous Oui, arrivez c'est à... plus cher parfois sur la grande surface. Mais non. C'est plus cher à la grande surface? Parfois, oui. Ah ouais? Oui. Mais alors, comment faire et comment choisir quand nous n'avons pas à côté de chez nous un producteur comme Julien et ses bons produits? Petit conseil avisé d'un fin connaisseur. C'est vrai que quand on va dans les supermarchés aujourd'hui, on est un peu perdu entre le bio, le conventionnel, le bon bio, le pas bio, le made in France, le local et ce qui vient de l'étranger. Regardez, ce matin, Julien, on s'est amusé, on est allé dans une grande surface, enseigne bien connue, juste à côté d'ici. Okay. Hein. Et voilà ce qu'on a trouvé. Voilà. Alors, on a trouvé du bio, on a trouvé des trucs qui viennent d'hyper loin. Regardez, ça, c'est de la Pink Lady. Je vous le donne en mille, vous savez d'où ça vient? C'est pas bio, ça vient d'Afrique du Sud. Ça, c'est de la Juliette, c'est bio et ça vient de France. Ça, c'est pas bio, c'est de la fraise. Les haricots, ils viennent du Maroc. Les tomates sont bio. Ça vient de chez vous, tiens. Ça vient de chez nous, voilà. Ça, vous reconnaissez. Alors, comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver là-dedans? Il y en a qui consomment en fonction de l'empreinte écologique. Il y en a beaucoup qui ne vont pas aller acheter de banane, quoi. Parce que la banane, elle viendra forcément de loin. J'ai jamais entendu une banane qui est produite en France, en métropole, je veux dire. Donc déjà, si on veut consommer écologiquement, on n'achète pas de banane, on n'achète pas de produits. On privilégie plutôt le local, ou en tout cas le voilà, France. Voilà. Entre les différents bio, parce qu'il y a de la tomate qui vient d'Espagne, il y a de la tomate qui vient de chez vous. Comment je fais pour choisir, moi? Déjà, si vous voulez du français, évidemment, il faut essayer de privilégier le français. Donc Julien, si je vous suis, je retiens 3 choses dans ce que vous me dites pour bien choisir. Ouais. D'abord, les saisons. J'achète pas n'importe quoi à n'importe quel moment. Les tomates, par exemple, en hiver, on oublie. On oublie. 2, le France. Bien sûr. Et le local, si je peux. Et le local, si possible. Et 3, si possible, manger bio. Ouais. Manger bio. Et venir chez vous. Ah, ça c'est le top. Bon, bah merci, monsieur, j'ai tout compris. L'une des clés est donc d'acheter local. Pour limiter le transport, respecter les saisons, mieux contrôler la qualité de ce que l'on mange. Face à une demande grandissante, des entrepreneurs sont en train d'industrialiser cette solution d'avenir. Dans le nord de la France, près de Lille, une nouvelle enseigne très ambitieuse a déjà ouvert 8 supermarchés. Elle s'appelle Otera. Sa promesse, offrir des produits qui viennent au maximum de 50 km. Comme les fruits de Sébastien Huyghe, qui vient aujourd'hui négocier ses tarifs, le cœur léger. Salut, ça va? Et accueilli par une acheteuse tout sourire. On est à la marchandise? Ouais, le jus, comme prévu, et les pommes. Ici, c'est le monde à l'envers. Contrairement à la grande distribution classique, c'est le producteur qui impose ses prix. Je suis venu avec un échantillon qui a été cueilli hier, donc c'est vraiment tout frais. Ah, merci. Ces cerises, il veut les vendre plus cher que l'année dernière. Après, par rapport au prix, cette année, on a décidé d'augmenter un peu. On évite le traitement contre la mouche, donc on a investi dans un filet qui est un investissement beaucoup plus lourd qu'en pomme. Donc si ça va pour toi, j'aimerais qu'on augmente de 50 centimes la barquette et qu'on passe à 3,50 €. Un bond de 16%. Mais ça n'effraie pas la responsable des achats. Ouais, je vais regarder ça de mon côté et puis après à nous aussi de communiquer aux clients toutes les actions qui ont été faites aussi pour éviter les traitements, etc. Elle le sait, les clients du magasin accepteront de payer plus cher pour mieux rémunérer l'agriculteur.
Car ici, les producteurs sont les stars. Des grandes affiches les mettent en scène dans le magasin. Une stratégie marketing gagnante, l'année dernière, ici, les ventes ont grimpé de 10%. Marie est une cliente séduite. Depuis 3 ans, elle a décidé de changer d'alimentation. Elle ne va plus dans les supermarchés traditionnels et achète toute sa nourriture ici. On va prendre un peu de tomates aussi? Tu en veux? Elle apprécie que les agriculteurs soient chouchoutés On va peser? et que leurs fiches d'identité apparaissent au-dessus de leurs produits. Un producteur de cottiges qui est à 17 km. Forcément, elles ont moins voyagé, elles sont plus fraîches et puis ça fait vivre les producteurs de la région. Donc on se sent utile et participer à un système plus écolo. Connaître le producteur, c'est encore plus rassurant pour des produits sensibles comme la viande, les œufs ou les laitages. Combien on en prend? 2. La ferme qui fait les yaourts, on est déjà allé à une journée porte ouverte chez eux, c'est vraiment pas loin d'ici, elle a même fait du poney là-bas. D'aller vraiment voir où ils sont fabriqués les vaches qui ont fait le lait qui a servi au yaourt. Là tout de suite, c'est sûr que on y retourne et en plus ils sont super bons. Mais mieux rémunérer l'agriculteur, cela se ressent-il sur les prix en rayon? Nous avons fait le test en achetant un panier type. Même course dans un hypermarché voisin. Nos premiers achats s'élèvent à 21 €, contre 24 dans la grande distribution. Le local est donc 13% moins cher. Mais alors, comment est-ce possible? D'abord, pour limiter les coûts, rien n'est laissé au hasard. Ok, appuie sur le bouton. À chaque fois que Marie choisit un produit, elle l'enregistre avec cet appareil. Et à la fin, elle règle la facture toute seule. Tout ça, il n'y a plus qu'à payer. Oui. L'enseigne qui paye mieux les agriculteurs n'a pas créé un seul poste d'hôtesse de caisse. C'est autant d'économies. Mais le supermarché est surtout compétitif grâce à son modèle économique. Chez Otera, nous sommes en circuit court, ce qui veut dire que le producteur vend directement au magasin. Alors qu'avec une grande surface classique, le producteur passe généralement par une coopérative qui revend à un grossiste, qui revend lui-même à une centrale d'achat, qui revend elle aussi à un magasin. 3 intermédiaires de plus, qui à chaque fois prennent une commission. Le prix est donc plus élevé à la fin. Faire quasiment l'objectif, 151 000 € et progresser par rapport à l'année dernière, c'est costaud. Voilà la formule qui fait de ce magasin un succès, dont est très fier Antoine de Keyser, le directeur des lieux. Un ancien de la grande distribution, apparemment repenti. Quand je travaillais, par exemple, au rayon boucherie, petit à petit, effectivement, on se pose la question, est-ce que le producteur, est-ce qu'il est bien rémunéré? Après, ça me travaillait en me disant, j'aimerais avoir un peu plus d'infos là-dessus et être plus attentif à ça. C'est pour ça, après, que j'ai changé de travail aussi et que je suis parti. L'idée, c'est que, comme je disais à Marion, on enchaîne pour voir si le snacking ne peut pas rester là. Okay. Parce que quand on l'a mis là, finalement, on a cartonné. Donc, Ils mettent en avant son offre locale. Mais le modèle de cette enseigne en pleine croissance est-il vraiment si vertueux? À y regarder de plus près, à côté des tomates et des concombres, des fruits venus d'ailleurs attirent notre attention. Des ananas du Ghana qui ont poussé à 7000 km. Des avocats du Pérou, 10 000 km. Ou ces kiwis de Nouvelle-Zélande, 19 000 km. En fait, un tiers des produits ici ne sont pas en circuit court. Mais selon Antoine, impossible de faire autrement pour que le magasin soit viable. Quand on n'a pas un produit en local, on regarde un petit peu au national, voire à l'international. Après, il y a plein de produits aujourd'hui que je ne pourrais pas avoir en circuit court. Mais si je dis à mon client, vous n'aurez pas ces produits-là, en gros, ils ne vont plus venir faire leurs courses chez nous. Malgré ses ambitions révolutionnaires,
la nouvelle enseigne conserve un air de grande distribution. Et pour cause. Le créateur d'Otera s'appelle Mathieu Leclerc, un membre de la famille Muliez, qui détient Auchan et de nombreuses autres enseignes. Il rêve de conquérir la France. Le local plaît et le monde des grandes surfaces traditionnelles l'a bien compris. L'une d'elles a même fait le pari fou de réunir en un même endroit le champ et le magasin. À Bruxelles, il y a l'éternel Grand Place et le Manneken-Pis. Et au milieu de la jungle urbaine de cette capitale, depuis quelque temps, des hommes s'affairent sur ce toit. Un grand potager en plein ciel. Là, il y en a encore un petit, je sais pas s'il est assez grand. À mon avis, on pourrait peut-être le laisser pour demain. Ouais, bah c'est vrai, on a déjà pas mal, hein. C'est vous les légumes, enfin je présume, vous n'êtes pas reconnaissables. Il faut vous dire que l'hiver vient de partir, le temps est encore variable. Ici, ces deux agriculteurs cultivent sans pesticides ni engrais chimiques. Une fois les fruits et légumes lavés, puis mis en paquet, ils vont parcourir une distance minimale jusqu'à leur point de vente, qui se trouve juste au-dessous, au rez-de-chaussée. Dans ce supermarché on ne peut plus traditionnel, de l'enseigne belge Deleuze, les deux agriculteurs vont directement installer leurs produits en rayon. Tu sors les laitues, tu les tapes. Des fruits et légumes cultivés sur le toit et qui sont vendus sans aucun intermédiaire. Serait-ce le modèle parfait du circuit court? Les prix sont intéressants. 3,49 € la barquette de fraises maison. Contre 4,59 € pour celles-ci qui viennent d'une filière traditionnelle. Les clients n'hésitent pas longtemps. Vous savez à quel point c'est local? Vous connaissez? C'est au-dessus. Voilà. Il n'y a pas plus local. J'habite à 100 mètres, donc il n'y a pas plus local que ça. Je trouve que quand on achète des fraises du commerce qui sont, je ne vais pas donner l'origine, mais elles ont un goût de pesticide. Alors ici, vous avez le vrai goût des fraises et ça, c'est quand même important. Pour l'enseigne, il s'agit plutôt d'un coup de communication, car les produits qui viennent du toit ne représentent aujourd'hui que 1% de l'offre du magasin. Mais cultiver en ville, au plus proche des habitants, est une autre manière de faire du local. En France, cette agriculture urbaine est en plein boom. Sur les toits, ou même dans des caves. Mais comment trouver les espaces au milieu du béton pour fournir suffisamment de nourriture à une ville entière? De jeunes rêveurs ont peut-être trouvé la solution. À Saint-Denis, entre le boulevard périphérique et le Stade de France. Sur ce terrain vague, nous avons été intrigués par le manège de cet homme. Chaque jour, il rejoint cette sorte de mobil-home. Est-ce son logement? Et voilà. À l'intérieur, une fois équipé, Petite Charlotte. Les lunettes. il s'agit plutôt d'une plongée vers le futur. Un mur de LED multicolore reproduit la lumière du soleil pour faire pousser des fraises.
Je vois qu'on a beaucoup de beaux fruits. On a des beaux fruits bien rouges. Une lumière artificielle et pas de vraie terre. Les racines sont à l'air libre dans ces colonnes, dans les petites colonnes que vous voyez ici, et sont brumisées des nutriments, du fer, des oligo-éléments, du manganèse, toutes les choses qu'on retrouve en fait dans la terre. Il y a aussi des bourdons pour polliniser les fleurs. Mais ce sont les seuls insectes autorisés. Ici, l'homme reproduit la nature tout en se protégeant de ses attaques. On n'a jamais un gel en pleine nuit qui arrive juste au moment de la fructification. On évite les grêles et nous, tous ces aléas, on les évite et on est vraiment dans le réglage parfait pour les fraises. Un cocon sans aucun pesticide. Et voilà. Qui permet une productivité maximale. 10 fois plus importante que sur la même surface en serre, avec 99% d'eau en moins. Le tout, on ne peut plus local. Saint-Denis. Made in Saint-Denis. Ces fraises produites en pleine ville sont vendues dans quelques supermarchés. À 4,50 € la barquette, le même prix que le bio. Cette méthode vertueuse et hyper locale aurait un grand avenir. En tout cas, beaucoup y croient. Agricool, la start-up qui est derrière ces fraises citadines, a levé cet hiver 25 millions d'euros pour déployer des centaines de containers. Dans quel cerveau est née cette drôle d'idée? Au siège de l'entreprise, pas de tracteur sur le parking. Les 80 salariés font de l'agriculture, vissés devant leur ordinateur. Ils peuvent notamment contrôler à distance l'activité des containers. Et du coup, ils donnent des pistes d'amélioration un petit peu sur ce qu'on est en train de... Au milieu de ces salariés, Guillaume Fourdinier, le patron. À l'origine de tout, il y a le choc qu'a vécu ce fils d'agriculteur quand il est arrivé en ville après son école de commerce. J'ai pu vraiment vivre la différence de qualité entre ce qu'on est capable de trouver comme fruits et légumes à la campagne, quand finalement les fruits et légumes sont produits localement, et ce qu'on a dans une ville comme Paris, où il y a plus de 1500 km en moyenne entre le champ et l'assiette. Ça fait qu'on a des fruits qui sont cueillis verts, qui ne sont pas à maturité, qui n'ont pas de goût, qui n'ont pas de valeur nutritionnelle. Il veut cultiver en ville le plus facilement possible. Et il a une idée en forme de clin d'œil. Détourner le conteneur, symbole de la mondialisation et des produits importés du bout du monde, pour en faire l'écrin de son agriculture urbaine. Il les achète d'occasion et les équipe ensuite de toute cette machinerie. Dans ce laboratoire, ces fraises sous cloche sont examinées sous toutes les coutures. Taux de sucre, poids, perte. Et la start-up devrait s'attaquer bientôt à la production de tomates, salades, champignons. Mais en ce moment, l'objectif est d'augmenter encore plus la productivité des conteneurs, sans pour autant altérer le goût des fraises. C'est pas mal, hein? Elle est sucrée? Elle est assez sucrée. Ouais. Elle a un bon rapport avec un bon rapport sucre-acidité. Elle est pas trop mal, mais elle est très ferme. C'est assez dérangeant. Okay. Mais alors, que vaut vraiment ce fruit qui pousse sans terre ni lumière du jour? À Rungis, nous avons demandé son avis à une fine bouche. Frédéric Jonot est meilleur ouvrier de France. Bonjour patron.
Ça va et toi? Spécialisé dans le domaine des fruits et légumes. Et toi, t'as quoi en ce moment en fraises? Marat des Bois, nous. Marat, Uniquement, on avait uniquement. Marat Gariguette et Gariguette, on vient de finir là. Il vient ici sélectionner les meilleurs produits pour ses clients, des chefs étoilés. Nous lui présentons nos fraises Made in Conteneur. Verdict de son palais. Pour le sucre, ça va. Une maturité qui est assez intéressante pour une utilisation culinaire. Maintenant, à croquer. Mais la consistance le gêne. Il y a quelque chose qui manque. Quand on la croque, elle est plus dure que les autres, en fait. Un peu trop ferme, même si elle a du goût. Quant à l'idée que ces fruits aient grandi en couveuse, ce petit-fils d'agriculteur a du mal à s'y faire. Je ne peux pas dire que c'est bien vis-à-vis de mes grands-parents et ce que j'ai vécu dans mon enfance, puisque c'est ça qui fait mes souvenirs d'enfance, c'est ça qui fait mon cœur. Et aujourd'hui, on arrive vers ça, et même si je suis puriste, demain, c'est l'avenir, peut-être. Peut-être. L'avenir en ville se dessine peut-être avec ces containers, mais aussi avec d'autres projets de grande ampleur.